Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci à Stéphanie et à Meredith Santé. Merci au groupe Almaviva et à la Clinique des Lilas de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir effectuer cette présentation. Donc, moi, je suis le docteur Huys Maxime. Je suis chirurgien orthopédique à la Clinique des Lilas et à l'hôpital privé Jacques Cartier à Massy. Et donc, je suis ravi de vous présenter cette présentation sur la prothèse totale de hanche et la reprise de l'activité sportive. On va parler de la prise en charge chirurgicale, du suivi post-opératoire, de la reprise du sport et des risques liés à la pratique du sport. L'intervention de prothèse totale de hanche est une intervention extrêmement fréquente en France. En 2019, 150 000 prothèses ont été posées et on va vers une augmentation d'ici 2030. On prévoit une augmentation de 170% de la pose de ces prothèses. C'est une intervention qui fonctionne avec un taux de survie assez important et qui fonctionne très bien avec une satisfaction des patients qui est très bonne. Elle fonctionne tellement bien qu'on va la proposer à des patients de plus en plus jeunes, notamment comme on peut voir en 2011 aux États-Unis, avec 50% des patients qui ont bénéficié d'une prothèse de hanche avaient moins de 65 ans. La demande maintenant des patients, c'est plus tellement de gérer, de guérir la douleur, mais c'est aussi de reprendre leur activité physique et sportive. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de faire un petit tour du sujet et surtout de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir concilier la hanche prothétique et la reprise d'une activité sportive, sachant qu'il y a des contraintes liées au mouvement du sport et des contraintes liées à la stabilité de la prothèse. Avant de reprendre le sport après une prothèse totale de hanche, il faut bien implanter cette prothèse totale. Et donc, il existe plusieurs voies d'abord chirurgicales pour accéder à cette hanche arthrosique. On va avoir la voie postérieure, la voie latérale, la voie antérolatérale et la voie antérieure. La voie postérieure s'effectue en décubitus latéral et on va aborder la hanche en passant au travers en discisant le muscle grand fessier et en désinsérant les muscles rotateurs externes qui sont les pelvitrocantériens. La voie latérale, c'est une voie qui va, pareil, on va devoir disciser le muscle grand fessier et on va passer au travers du muscle moyen fessier. C'est une voie qui provoque des boiteries, des douleurs en post-opératoire et des ossifications des tendons et des muscles. Ensuite, il y a la voie antérolatérale qui passe entre le moyen fessier et le tenseur du fascia lata. Et il a été montré que c'est à l'origine d'atteinte du moyen fessier et surtout de dénervation du muscle tenseur du fascia lata. Pour ma part, dans ma pratique, moi j'utilise la voie antérieure qui est une voie anatomique, il n'y a pas de section des muscles. Elle s'effectue en décubitus dorsal sur une table orthopédique. On va effectuer une incision qui fait entre 7 et 10 cm avec comme repère l'épiniliaque antéro-supérieur, le sommet du grand trochanter et on va tracer une ligne avec comme direction le bord externe de la rotule. Une fois la peau incisée, on va se retrouver sur l'aponévrose du tenseur, la gaine du TFL, qui va être sectionné. Ce dernier va être récliné en postérieur et on va passer entre le muscle droit antérieur et le tenseur du fascia lata. Une fois que l'espace a été créé, on va tomber sur une nouvelle membrane qu'on appelle l'aponévrose du droit antérieur. Et cette aponévrose va être aussi sectionnée et on va tomber sur les vaisseaux provenant de l'artère circonflexe antérieure qu'il va falloir, bien sûr, où il va falloir faire une hémostase minutieuse.
un feuillet graisseux va être retiré et on va tomber directement sur la capsule articulaire pour aborder cette hanche arthrosique. Il faut savoir, et ça c'est une information qu'il faut donner aux patients, c'est-à-dire qu'en préopératoire, informer le risque d'atteinte d'un petit nerf qu'on appelle le nerf cutané latéral de la cuisse, qui, lors de la fermeture plan par plan, peut être pris dans la cicatrice et provoquer une hypoesthésie de la face externe de la cuisse, antéro-externe de la cuisse, ainsi que des douleurs neurologiques. Une fois qu'on a choisi la voie d'abord la plus adaptée pour implanter cette prothèse, il va falloir choisir le type d'implant. Quel va être le meilleur implant avec une durée de vie la plus longue pour ces patients jeunes, pour ces patients sportifs? On va commencer par le cotyle. C'est la partie qui est localisée au niveau du bassin qui doit répondre à plusieurs critères, non seulement une stabilité, éviter que la prothèse se luxe, mais en plus permettre un maximum de mouvement de l'articulation de la hanche. Donc il existe plusieurs types de cotyles, plusieurs types de couples de frottement, et ça pour une durée dans le temps la plus longue. Moi, j'utilise le couple de frottement en céramique, qu'on dit alumine-alumine. Pourquoi? Parce que l'usure est quasi inexistante de ce type de couple de frottement. On est sur une simple mobilité. Il existe toujours dans les simples mobilités les cotyles utilisant du polyéthylène, qui est une sorte de plastique, qui, pareil, est une simple mobilité, mais qui, par contre, présente des risques d'usure sur le long terme. Et donc, et ça a été montré dans plusieurs études, que la pratique de sport avec un impact un peu élevé augmentait l'usure de ce type de cotyle, provoquant ainsi la dégradation et une survie à 15 ans qui est un peu moindre. Ensuite, il existe comme type de cotyle les cotyles dits double mobilité, qui sont, comme son nom l'indique, il existe une double mobilité, une première mobilité entre la tête de la prothèse et l'insert en polyéthylène, et une seconde mobilité entre l'insert en polyéthylène et la partie qui va se mettre sur le bassin, la cupule qui va se mettre sur le bassin. L'avantage de cette prothèse, de ce couple de cette double mobilité, c'est justement augmenter les mobilités articulaires et limiter le risque de luxation. Maintenant, il s'agit de prothèses utilisant du polyéthylène, donc avec une survie un peu moindre. Une fois que nous avons choisi la partie sur le bassin, on va se pencher sur la partie au niveau du fémur et on va choisir la tige fémorale. Il existe plusieurs tiges fémorales, des tiges courtes, des tiges un peu plus longues, avec collerette, sans collerette, des tiges quadrangulaires, des tiges qui vont se fixer avec du ciment, des tiges sans ciment. Les tiges sans ciment sont des tiges qui vont être recouvertes en fait, de ce qu'on appelle de l'hydroxyapatite. Cette hydroxyapatite va permettre, en fait, lorsque la prothèse sera dans le fût fémoral, une fusion entre l'implant et l'os. C'est ce qu'on appelle l'ostéo-intégration. Donc, lorsque l'on va mettre cette prothèse, elle va être implantée à frottement dur dans l'os pour permettre en fait une stabilité primaire et un ancrage osseux primaire. Secondairement, l'ancrage et la stabilité finale va se faire au moment de l'ostéo-intégration, où il va y avoir des ponts osseux entre l'os et la prothèse. Le risque, c'est quoi? C'est que, en implantant cette prothèse à frottement vraiment dur entre l'os et l'implant, on risque de modifier les contraintes exercées sur l'os et ça provoque ce qu'on appelle un stress shielding. Qu'est-ce que c'est que le stress shielding? C'est que du fait de cette modification des transmissions des contraintes, l'os va diminuer en épaisseur, les corticales vont diminuer et cela va provoquer des douleurs et surtout une absence d'ostéo-intégration.
C'est la raison pour laquelle il y a possibilité aussi d'utiliser du ciment, où en fait la prothèse va être recouverte d'une interface de ciment entre l'os et l'implant, et on va avoir une fixation qui va être immédiate. Le risque de ce prothèse, le risque du ciment, c'est que sur le long terme, il y ait un décèlement, parce qu'on va sceller les prothèses, donc il risque d'y avoir un décèlement. C'est une affaire de chirurgien, de choix, et aussi c'est à s'adapter en fonction des patients. Moi, pour ma part, quand je vais programmer un patient et décider de lui mettre une prothèse de hanche, si ce patient est jeune, qu'il a une bonne qualité osseuse, j'irai plutôt vers la mise en place d'une prothèse sans ciment pour avoir une durée vraiment sur le long terme. Une fois qu'on a choisi la voie d'abord, les implants, il va bien falloir implanter cette prothèse. Le but, c'est de reproduire l'anatomie du patient, vraiment sans modifier aucun paramètre du bassin, dans un but de créer en fait une hanche oubliée. On est sur des patients qui vont avoir une exigence un peu supérieure à des patients qui sont sédentaires. Donc, il va vraiment falloir faire une planification préopératoire de la prothèse. Cette planification, elle s'effectue à l'aide de radio et de calque pour définir l'emplacement et de la tige fémorale et de l'implant cotyloïdien. Mais cette planification, elle peut se faire aussi à l'aide de scanners 3D et on peut être amené à la mise en place de prothèses anatomiques ou sur mesure. Le but, c'est quoi? C'est de définir la bonne prothèse, qu'on ait un bon design de la partie intra-osseuse de la tige pour le fémur, pour vraiment avoir cette stabilité primaire de l'ancrage osseux et permettre de répartir en fait les contraintes de manière harmonieuse entre l'os et la prothèse. Voilà. Concernant le cotyle, il va être très important de définir l'emplacement naturel dans les 3 dimensions pour vraiment reproduire le centre de rotation de la tête et reproduire l'anatomie. À partir de là, il va falloir aussi définir le col de la prothèse, c'est la partie qui joint ces 2 structures, déterminer l'antéversion du col, la longueur du col, son inclinaison, pour permettre la meilleure tension musculaire, la longueur de la prothèse pour reproduire l'anatomie fidèle. Une fois la prothèse implantée, la prise en charge par la suite est une prise en charge multidisciplinaire en collaboration avec les rééducateurs, les médecins généralistes, et on va avoir un suivi qui va être extrêmement régulier, aussi bien sur le plan clinique que radiologique. Ce sont des patients qui n'ont pas utilisé leurs muscles depuis un certain temps, et malgré le fait qu'on utilise une voie d'abord anatomique, on va être sur des muscles qui ont été écartés pendant l'intervention, et donc on va avoir une rééducation qui doit se faire de manière progressive pour éviter des douleurs musculaires et tendineuses. D'ailleurs, certains de mes collègues ne donnent absolument aucune rééducation au départ pour éviter justement ces douleurs. Moi, je suis plus sur justement à l'aide des kinés, un apprentissage à la marche, une réadaptation progressive et surtout donner une confiance en patient dans sa nouvelle hanche prothétique. Une fois qu'on va lui autoriser la reprise d'une activité sportive, le suivi doit être vraiment régulier. Et ça parce que il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une usure un peu prématurée du fait des contraintes liées à la reprise de l'activité sportive. Là, justement, c'est quelques petits exemples de rééducation à effectuer à distance, bien sûr, de renforcement musculaire au niveau des muscles autour de la hanche. Au bout d'un moment, le patient en consultation va nous demander « Mais docteur, quand est-ce que je vais reprendre mon activité
mon activité sportive. Et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le facteur principal, c'est bien sûr le facteur patient, la condition physique du patient. Ce sont des patients, comme j'explique, qui ont été longuement handicapés avec des amyotrophies musculaires. Et voilà, ça va dépendre de la condition physique du patient. Ensuite, le facteur mécanique est aussi à prendre en compte. Comme je vous ai expliqué, on va impacter la prothèse, on va la mettre dans l'os et il va y avoir un temps d'ostéo-intégration. Si on exerce des contraintes un peu trop précoces et trop intenses, il peut y avoir justement des complications. Donc, il y a aussi le temps d'ostéo-intégration de la prothèse. Dans la littérature, on est sur environ 18 semaines avant la reprise en moyenne. Pour ma part, on est oui, entre 12 et 24 semaines avant une reprise de l'activité sportive. Il y a une chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est un message qu'il faut donner en préopératoire aux patients avant la reprise, c'est que ça va être en fonction de l'âge du patient, de sa qualité osseuse et surtout de ses motivations et de la demande. Le facteur le plus important, et ça a été prouvé dans plusieurs études, c'est surtout le niveau sportif préopératoire qui va déterminer la reprise et l'intensité du sport en post-opératoire. On peut voir sur ce tableau on va dire que les recommandations d'experts ont un peu évolué au fil des années. Bon, là, on est sur des choses qui datent quand même de 2005, mais on va autoriser de plus en plus de sport après une prothèse totale de hanche, et on va vraiment vers une libération et une autorisation de plus en plus intensive, avec bien sûr un suivi régulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le patient, on va le voir en consultation et qui vient pour une arthrose de hanche extrêmement invalidante, patient jeune, qui va me dire, mais docteur, après la prothèse, est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport? Il faut bien sûr l'informer des bénéfices et des risques de l'intervention, mais aussi l'informer de, oui, vous allez pouvoir reprendre, mais il existe des risques à la réalisation de sport avec une prothèse. Et ces risques, ça va être, par exemple, la luxation, qui est une cause fréquente de reprise chirurgicale. Après, le niveau d'activité n'est pas franchement corrélé avec le risque de luxation. Ça a été prouvé dans la littérature, mais voilà, on est plus sur des problèmes liés à la voie d'abord chirurgicale, au positionnement des implants qui vont être à l'origine d'une inégalité de longueur ou d'une baisse de la tension musculaire qui, elles, vont être à l'origine d'une augmentation des risques de luxation. Bien sûr, cette luxation, elle va dépendre aussi, comme je vous l'ai expliqué, de la voie d'abord. Donc, ce sera des mouvements qui vont être différents. Et donc, en fonction du sport, on va avoir des mouvements qui vont être différents. Et donc, on va augmenter le risque de luxation. Ensuite, il y a le risque de faillite du matériel. On est face à des gens qui vont augmenter les contraintes au niveau de leur prothèse. Et notamment, ça a été prouvé, il y a un risque d'usure lorsqu'on utilise un couple de frottement en polyéthylène, un risque d'usure plus important. Et donc, le polyéthylène, quand il va s'user, là on voit bien, il y a un trou, il va relarguer dans l'organisme un produit de dégradation, et ce produit de dégradation va être à l'origine en fait, de la destruction de l'os autour de la prothèse, et donc à l'origine de ce qu'on appelle un décèlement. Concernant le couple de frottement alumine-alumine, il y a des risques lors d'impact, de chocs un peu trop violents, de fracture d'alumine. Ce risque-là est quand même modéré avec les nouvelles générations d'alumine. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'impingement syndrome, qui est là pour le coup lié plus au positionnement de nos implants, créant en fait un conflit sur des mobilités articulaires un peu extrêmes, un conflit entre le col et l'implant à l'origine d'une usure et provoquant des douleurs pour le patient. Comme je vous l'ai expliqué avant, l'utilisation d'un polyéthylène
va provoquer le relargage de son produit de dégradation et c'est à l'origine de décèlement. Là, on voit qu'il y a l'os autour de la prothèse qui est complètement lisé et donc la prothèse ne va plus tenir. On va être vraiment à l'origine de douleurs nécessitant une reprise chirurgicale. En pratique, lorsque l'on a un patient qui se présente en consultation pour une reprise la mise en place d'une prothèse avec comme objectif la reprise d'une activité sportive, il faut, dans la technique chirurgicale, utiliser la voie la plus anatomique, qui est pour moi la voie antérieure, utiliser le matériel qui va durer le plus longtemps, donc un couple de frottement alumine-alumine, avec bien sûr une planification préopératoire extrêmement minutieuse, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des patients qui vont avoir une exigence post-opératoire bien plus importante que des patients sédentaires. Et on nécessite aussi un suivi régulier pour s'assurer que les contraintes exercées par l'activité sportive sur la hanche prothétique ne vont pas créer une usure prématurée. Ce n'est pas parce qu'on pose une prothèse totale de hanche qu'on ne doit plus faire de sport. Et d'ailleurs, il faut même encourager les patients à reprendre une activité sportive pour le bien-être du patient. Peut-être en favorisant les sports à faible impact, comme la natation, le vélo, le golf. Mais ce qui est surtout très important, c'est déjà de définir le délai, de dire que ce ne sera pas avant 3 à 6 mois, d'établir une sorte de contrat avec le patient pour informer les modalités de la reprise du sport. On n'est pas sur du jour au lendemain, je veux reprendre le sport. De définir les risques liés à la pratique du sport pour justement que ça se passe dans les meilleures conditions. Merci de votre attention.